Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui digèrent encore un certain nombre de résultats. La microéconomie reprend le dessus pendant cette séquence de publication des résultats trimestriels des grands groupes mondiaux aux États-Unis et en Europe. On notera des réactions de marché négatives après les publications d'Orange ou encore de Michelin hier soir. Deux titres en baisse et notamment le titre Orange qui signe la plus forte baisse du CAC à mi-journée. Ça n'empêche pas l'indice parisien d'être positif autour de 6750 points en progression de 0,5% à mi-séance. Vous aurez le résumé complet, les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen et Tendance mon ami. Du côté automobile, l'OVNI s'appelle évidemment Tesla. Michelin baisse après ses résultats. Faurecia également baisse après sa publication. Et Tesla est entré avec fracas hier dans le club très restreint des sociétés dont la capitalisation boursière atteint le trillion de dollars, 1000 milliards de dollars, avec un bond de plus de 10% du cours de bourse de Tesla hier à la suite d'un contrat majeur annoncé par le loueur de véhicules Hertz qui va donc louer et qui va donc déjà acheter 100 000 Tesla d'ici la fin de l'année prochaine. Un contrat estimé à plus de 4 milliards de dollars qui s'est traduit par une valorisation supplémentaire de l'ordre de 100 milliards de dollars pour Tesla hier avec ce bond de 12% pour le titre Tesla. Et puis on parlera Banque Centrale également dans cette demi-heure d'émission à la mi-journée avec les réunions qui arrivent et notamment celle de la Banque Centrale Européenne ce jeudi. Et puis le coup d'après pour les banques centrales. Après la crise pandémique, les banques centrales vont être de plus en plus ESG. On en parlera avec l'une des stratégistes de CPR Asset Management qui sera avec nous par téléphone dans un instant. Et les marchés qui reprennent leur marche en avant ce matin. Les infos clés du jour à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen. La bourse de Paris tente laborieusement un rebond stimulé par les nouveaux records de Wall Street. Hier, porté par l'envolée de près de 13% de Tesla, le S&P 500 atteignait de nouveaux sommets. La capitalisation du constructeur automobile dépasse les 1000 milliards de dollars. Elle devient la 5e plus grosse société américaine cotée, conséquence directe d'une commande de 100 000 véhicules réalisés par le loueur Hertz. Progression aussi pour Facebook, dont la forte croissance du nombre de ses utilisateurs et l'annonce d'un plan de rachat d'actions d'un maximum de 50 milliards de dollars atténue l'annonce d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, chiffre d'affaires sous le coup de restrictions d'Apple. Quant à la collecte de données provenant de ses utilisateurs, Facebook abaisse donc ses prévisions pour le trimestre en cours. À ce stade, environ 81% des sociétés du S&P 500 ayant publié leur trimestriel ont dépassé les attentes, un constat qui semble rassurer avant les comptes d'Alphabet, Amazon, Microsoft et Apple. Un peu d'accalmie sur le plan diplomatique. Le vice-premier ministre chinois Liu He, il est en charge des questions économiques, s'est entretenu avec son homologue américaine Janet Yellen. C'est la 2e fois en près de 4 mois. Des discussions qualifiées de pragmatiques, franches et constructives par Pékin. En Asie, le Nikkei et le Kospi sud-coréen ont clôturé en hausse tirés par les valeurs technologiques. Le CSI 300 chinois et le Hang Seng ont légèrement reculé. À ce jour, Modern Land China est le dernier groupe immobilier à ne pas avoir honoré le versement d'intérêts dus sur une obligation. Constat qui amplifie la pression sur le secteur. L'action Modern Land China est suspendue de cotation à Hong Kong. Evergrande recule de 4%. Cet après-midi, 2 indicateurs américains viendront rythmer la séance. Les ventes de logements neufs de septembre et l'indice de confiance du consommateur du Conference Board pour le mois d'octobre. On termine avec un focus sur quelques valeurs. Orange est en net repli. Il fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires et de son indicateur clé de la rentabilité au 3e trimestre. L'opérateur explique ce recul pour l'essentiel par la baisse des cofinancements reçus des autres opérateurs sur le réseau fibre par rapport à l'an dernier. Michelin est stable. Le groupe confirme ses prévisions annuelles après la progression
progression de ses ventes au troisième trimestre, des ventes marquées par des perturbations de la production automobile mondiale du fait de la pénurie de semi-conducteurs. Le chiffre d'affaires s'établit à 6 milliards. Dans le même secteur, Faurecia recule. L'équipementier a fait état d'une baisse de 10,4% de son chiffre d'affaires. Thales avance légèrement si depuis le début de l'année, son activité connaît un fort rebond. Son chiffre d'affaires est quant à lui en légère baisse au troisième trimestre, conséquence d'une comparaison défavorable avec la période ayant suivi le confinement de 2020. Et puis c'est le record de tous les records pour Interparfums. Le groupe pèse désormais plus de 4 milliards en bourse. Le parfumeur a de nouveau relevé ses prévisions annuelles après un troisième trimestre meilleur que prévu, et ce malgré les difficultés d'approvisionnement. Au seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires total du groupe s'est établi à 174,8 millions, en croissance de 57% sur un an et de 35% par rapport à l'été 2019. Son titre progresse de plus de 10%. Tendance, mon ami, c'est avec Alix Nguyen chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est reparti pour une nouvelle série de réunions de banques centrales, à commencer par celle de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, ce jeudi à Francfort. On en parle avec Juliette Cohen, qui est avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous, effectivement, sur les réunions immédiates de banques centrales, à commencer par celle de la BCE ce jeudi. Je le disais, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de décision peut-être ou de discours? Quel est l'état de la situation pour la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, Juliette? Bonjour. Donc, en septembre, lors de sa conférence de presse, Christine Lagarde évoquait le fait que les décisions importantes seraient prises en décembre, que ça soit sur le PEP, l'APP ou même les TLTRO. Et que cela viendrait avec la publication des nouvelles perspectives sur l'inflation des équipes de la BCE, et notamment l'intégration de la première estimation pour 2024. Donc, il est probable qu'on aura peu d'indices sur ce qui se passera en décembre. La BCE va éviter de se lier les mains avant d'avoir toutes les informations nécessaires pour prendre sa décision. En revanche, on devrait avoir la réaffirmation d'une vue accommodante et le rappel que l'accélération de l'inflation actuelle a un caractère transitoire. Ça fait référence notamment aux propos de Philippe Lane, le chef économiste de la BCE, qui a rappelé que les anticipations de marché ne sont pas totalement en accord avec la forward guidance de taux de la BCE et que donc la hausse des taux ne serait pas en fait pour tout de suite. Il faut savoir que les courbes de OIS intégraient cette semaine une hausse des taux dès la fin 2022, ce qui nous paraît un peu prématuré. Oui, donc il va falloir quand même réaffirmer une position de politique monétaire. Vous avez utilisé certains acronymes, Juliette, le PEP, l'APP, les TLTRO, qui sont donc autant d'outils dont dispose et qu'utilise aujourd'hui la Banque Centrale Européenne pour conduire sa politique monétaire. L'idée, c'est qu'il va falloir quand même sortir d'une stratégie liée à la crise pandémique. Donc ça, c'est le plan d'achat d'urgence pandémique, le PEPP, qui doit s'éteindre en mars 2022. Pour autant, pas parce que la BCE sort de la gestion de crise qu'elle va modifier en profondeur sa stratégie de politique monétaire. C'est ce qu'on comprend aujourd'hui, Juliette. Tout à fait. Et ce que l'on attend en décembre, c'est de savoir comment elle va en sortir. Est-ce qu'on va sortir du PEP de façon rapide ou un peu brutale, ou est-ce qu'on va vers un programme intermédiaire qui gère l'après-crise et qui permet de réduire de façon plus graduelle les achats d'actifs, avec notamment la flexibilité qui était inhérente au PEP et que l'on ne retrouve pas dans le programme APP, qui est le programme de plus long terme de la Banque Centrale Européenne.
Bon, discussion en cours donc à la Banque Centrale Européenne. On verra quelles sont les indications que Christine Lagarde pourra nous livrer peut-être jeudi à travers sa conférence de presse à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs. Conseil des gouverneurs auquel assistera encore Jens Weidmann, Juliette, jusqu'à la fin de l'année. Il assistera également donc à la dernière réunion de l'année qui se tiendra début décembre pour la Banque Centrale Européenne. Comment vous interprétez ce départ surprise qui n'était pas prévu de Jens Weidmann, annoncé donc il y a quelques jours pour la fin de cette année? C'est pas la première fois qu'un membre allemand du Conseil des gouverneurs, voire du board de la BCE, démissionne. Qu'est-ce que ça nous dit peut-être de la manière dont l'Allemagne envisage la politique monétaire aujourd'hui? Oui, alors c'est pas la première démission, puisque on en avait eu une en 2019 avec Sabine Lautenschläger. En fait, Jens Weidmann a justifié sa démission dans sa lettre au personnel de la Bundesbank par des considérations personnelles. Mais on sait que quand même, s'il a apporté son soutien au PEP et à la revue stratégique de la BCE, en revanche, il avait émis des critiques sur la nouvelle forward guidance sur les taux, jugeant qu'elle mettait la barre très haut pour de futures hausses de taux. Donc il y avait quand même l'idée que sur peut-être la sortie de crise, il y avait un peu moins d'accords et de consensus avec la ligne générale de la Banque Centrale Européenne. Alors, la nomination du successeur de Jens Weidmann va prendre probablement du temps parce qu'elle est intégrée aux négociations qu'on a actuellement pour former une nouvelle coalition en Allemagne. Les négociations, pour l'instant, ont lieu entre donc, le SPD, les Verts et les libéraux du FDP. Et on ne sait pas combien de temps elles prendront. Ce qui est sûr, c'est que cette nomination sera un signal important, comme la nomination du futur ministre des Finances. D'ailleurs, tout de suite après l'annonce de la démission, le FDP a recommandé que le successeur soit dans la continuité de la ligne Weidmann et soit attaché à défendre la stabilité des prix. Le SPD, lui, a dit qu'il était très ouvert sur la question et il y a aussi la question de savoir si une femme sera nommée. Ça serait la première femme gouverneure d'une grande banque centrale en dehors de la BCE en Europe. Et là, on évoque plusieurs noms, dont Isabelle Schnabel. Oui, qui est déjà aujourd'hui membre du board de la Banque Centrale Européenne et peut-être demain à la tête de la Bundesbank allemande. Juliette, sur le long terme, au-delà de la gestion de la crise pandémique, vous êtes convaincue que les banques centrales demain seront des banques centrales ESG. Je dis vous en êtes convaincue parce que vous venez de signer un papier d'analyse en ce sens chez CPR Asset Management. Qu'est-ce que c'est qu'une banque centrale ESG demain, Juliette ? Alors, toutes les grandes banques centrales ont mené récemment des revues stratégiques. Certaines se sont achevées au moment de la crise Covid, d'autres ont débuté à ce moment-là. Et il est très probable que toute cette crise a influencé leur réflexion. Et ça se ressent dans les rendus que l'on a. Du côté de la Fed, on voit qu'ils sont vraiment focalisés sur la question des inégalités et la prise en compte de ces inégalités dans l'analyse qu'ils font sur le marché du travail, avec l'idée qu'il faut une économie qui bénéficie à tous les Américains. Du côté de la BCE ou de la Banque d'Angleterre, on est plus focalisé sur le changement climatique. Et c'est vraiment un des éléments centraux de la revue stratégique de la BCE. On l'a vu d'ailleurs, et elle a publié de nombreux articles sur le changement climatique et son implication pour la politique monétaire ou la supervision. Et elle a déjà annoncé qu'elle allait intégrer ces notions, notamment dans les achats d'actifs. Elle va le faire progressivement, mais il y a des changements à venir dans
l'implication de la Banque centrale dans la lutte contre le changement climatique. Est-ce que ce sont des sujets, Juliette, sur lesquels ces grandes banques centrales peuvent avoir un impact réel et significatif, que ce soit l'aspect social, gestion des inégalités défendues par la Réserve fédérale américaine, que ce soit l'urgence climatique, pour dire les choses simplement, qui est en vue du côté de la Banque centrale européenne? Est-ce que ces facteurs-là vont être déterminants demain dans l'orientation de la politique monétaire, et est-ce que les banques centrales peuvent avoir un impact réel sur ces sujets-là? Oui, tout à fait. Quand on regarde la Fed, au-delà de l'amélioration globale du marché du travail, elle s'attache à voir si cette amélioration est bénéfique à tous, et elle regarde notamment les taux d'emploi dans les populations hispaniques, chez les Afro-Américains. Donc, elle regarde vraiment en détail le marché du travail avant d'avoir une évaluation de ce marché du travail. Du côté européen, on le voit dans les achats de titres de la BCE. Pour l'instant, ces achats de titres d'entreprise sont soumis à la neutralité de marché, c'est-à-dire qu'elle achète en fonction du montant d'émissions par secteur. Mais si demain elle doit intégrer des éléments climatiques, elle pourrait n'acheter des titres que d'entreprises qui, par exemple, sont en ligne avec les objectifs de l'accord de Paris. Donc ça aurait vraiment une influence sur le marché obligataire européen. Merci beaucoup, Juliette. Merci pour vos remarques et votre éclairage sur ces stratégies de banque centrale, à commencer par les réunions qui arrivent donc cette semaine. On parle de la BCE, mais on aura aussi une réunion de politique monétaire du côté du Japon, du Canada, du Brésil, et puis la semaine prochaine, place à la Réserve fédérale américaine avec une réunion du comité de politique monétaire qui se tiendra mardi et mercredi prochain. Juliette Cohen, qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Poursuivons cette discussion de marché en plateau avec Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Patrick, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tiens, laissons les banques centrales de côté. C'est un sujet permanent, mais le sujet du moment pour les investisseurs, ce sont quand même les résultats des entreprises. La micro reprend le dessus, comme on dit, pour un temps, avec les publications des résultats du troisième trimestre. On n'a pas encore une vue d'ensemble totale, mais on a quand même des vues sectorielles peut-être assez précises. Qu'est-ce que vous retenez des messages et des performances opérationnelles des entreprises qui ont déjà publié leurs résultats, Patrick? Ce qu'on peut commencer par dire déjà, c'est que à ce stade, en effet, les marchés ont complètement occulté les mauvaises nouvelles macroéconomiques. C'est passé vraiment complètement en arrière-plan. C'est-à-dire qu'on oublie les perspectives de croissance qui s'étiolent un peu, on oublie les craintes d'inflation et on oublie complètement, en tout cas pour le moment, on oublie complètement tout ce qui relève du sujet très important en l'occurrence, des chaînes de production qui sont en difficulté. Tout simplement parce qu'en fait les publications ont été de très bonne qualité et ont beaucoup surpris les analystes parce que en fait il y a très peu de valeurs qui déçoivent. Toutes les sociétés qui ont publié jusqu'à présent, vous l'avez dit, ont très majoritairement publié des chiffres d'affaires et des résultats largement supérieurs aux attentes des marchés et ont donc été extrêmement salués. Bon, je pourrais en citer quelques-uns, mais peut parler notamment de L'Oréal, pour rester en France, et sur des secteurs qu'on aime bien, qui a vraiment publié un chiffre d'affaires éblouissant. On peut parler aussi d'Hermès, qui a totalement occulté la crise asiatique, c'est incroyable. Le chiffre d'affaires en Asie et en Chine en particulier d'Hermès a été largement au-dessus des attentes. Donc c'est tout un ensemble de publications qui ont été largement saluées. On pourrait aussi évoquer, pour aller dans un secteur très différent, les bancaires à la fois aux États-Unis, quand elles ont ouvert le bal, il y a plus d'une semaine maintenant, mais aussi en Europe. Hier, on avait une publication d'UBS ce matin, qui était de très belles factures. Donc, les marchés ont été agréablement surpris et ont applaudi ces belles performances. Y compris, vous citiez le secteur du luxe, dans des secteurs où les attentes sont toujours très fortes. Oui, toujours, effectivement. On est quand même, on a tous en tête, depuis plusieurs trimestres, les résultats ne cessent de progresser, les chiffres d'affaires aussi. Donc, légitimement, on pourrait se dire, il y a un moment où ça va se calmer un peu. Et en fait, non, ça ne s'arrête jamais. Et donc, ne pas être présent sur ces marchés
raisonnablement, bien entendu, ce ne serait pas une bonne idée. Et nous continuons d'être largement présents, investis. Oui, absolument. Ouais. Donc. Vous citez le luxe, le secteur bancaire. Il y a un secteur ou des secteurs qui vont concentrer quand même beaucoup d'attention, ce sont les secteurs industriels, qui sont là peut-être en première ligne face, alors ça nous ramène à la macro Patrick, mais qui sont en première ligne face à ces questions de pénurie, de problèmes d'approvisionnement, de crise énergétique également, pour ceux qui sont intensifs en énergie. Ce qui est tout à fait clair, c'est qu'au-delà des résultats qui sont bons, je l'ai souligné, ce que les investisseurs vont regarder avec beaucoup d'attention aussi, ce sont les perspectives, c'est-à-dire les annonces des entreprises sur les trimestres à venir. Et en effet, la macro, là, elle revient au galop, puisque on a toutes les raisons d'être un peu inquiets sur la manière dont des entreprises industrielles vont annoncer leur capacité à faire face à une demande qui est forte, qui est très forte. Il ne faut pas l'oublier, c'est un point très important. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui confronté à un décalage entre l'offre qui est insuffisante pour des raisons d'acheminement des matières premières et la demande qui, elle, est très puissante, très forte. Et donc, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est qu'à un moment ou à un autre, ça va finir par se calmer. C'est-à-dire que l'offre va être soit capable de s'ajuster à la demande, soit la demande va se réduire aussi mécaniquement. Donc, dans l'appréciation des résultats qui sont communiqués au troisième trimestre, c'est aussi extrêmement important de regarder au scalpel comment les entreprises communiquent sur la manière dont elles voient leur chiffre d'affaires dans les prochains mois, bien entendu aussi, et donc à l'aune de ces difficultés que vous évoquiez. Ouais, non, mais c'est clé de le remettre en perspective. On est tellement focalisé sur les problèmes d'offres, de pénurie, etc., qu'on oublie, non seulement que l'appareil productif tourne à plein régime, chaque usine qui est en capacité d'être ouverte, parce que les sujets pandémiques sont toujours là, mais chaque usine ouverte tourne comme elle n'a jamais tourné dans son histoire. Et face à ça, un niveau de demande qui est extraordinairement élevé toujours. Et vous dites, oui, c'est ça. On est encore dans ce phénomène de sortie de crise avec un déséquilibre très très fort qui va, c'est ce que vous suggérez, qui va à un moment se résorber. Oui, parce qu'effectivement, le déséquilibre, il provient aussi de l'absence de stock. Et à mesure que ces stocks vont se reconstituer peu à peu, le déséquilibre va diminuer. Mais bon, il faut être un peu patient, ça prend un peu de temps, et c'est vrai que c'est une situation qui est totalement inédite. Donc on a du mal à la décrypter, à comprendre et surtout à flécher sa sortie. Le sujet de l'inflation, comment vous y réfléchissez aujourd'hui, Patrick? Alors c'est vrai que le mot de stagflation revient. Est-ce que c'est un schéma possible? Moi, je comprends quand même dans stagflation qu'on a l'idée d'un fort ralentissement de la croissance, au-delà de la modération naturelle de la croissance, et que dans le même temps, une inflation qui resterait collante, très élevée. Est-ce que c'est un schéma envisageable, ou est-ce que, comme vous le suggériez, un ralentissement de la demande de la croissance va vite clore le débat sur l'inflation d'une certaine manière? Alors, déjà, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui décemment parler de situation où la croissance diminue fortement. Non. Elle ralentit, mais la stagflation, c'est la juxtaposition de deux termes qui, notamment, dans une première partie, signifie qu'on est en train de connaître une décélération forte. C'est pas du tout le cas. Non. C'est pas du tout le cas. Ça arrivera peut-être dans quelques années, mais on est à l'aube d'une forte reprise économique. Donc c'est incompatible avec la notion de stagnation. Et alors, inflation, elle est importée par les coûts des matières premières, les coûts de l'énergie, vous l'avez dit, c'est vrai qu'on est dans une situation complètement inédite où, au moment où on parle, et pour un petit moment encore probablement, on subit de plein fouet une crise énergétique qui provient de divers facteurs, mais notamment d'une insuffisance de l'offre, là encore. Là, c'est un peu la tempête parfaite pour la crise énergétique, l'histoire énergétique en tant que telle. On est vraiment au cœur du sujet. Oui. Mais ce que nous avons déjà répété ici à plusieurs reprises, et c'est toujours ce qu'on pense, c'est que l'inflation, elle sera surtout vérifiée par l'augmentation générale des salaires. Et on n'y est pas. On n'y est pas. Dans certains secteurs d'activité, il y a des tensions, on ne va pas le nier, notamment dans les services, mais pas à ce stade au niveau général. Et donc c'est ça qui créerait potentiellement une inflation durable. Donc nous ne validons pas en fait ce schéma-là. C'est pas du tout notre point de vue. Ah ouais.
La crise énergétique, là, est-ce que vous trouvez que le marché, les segments de marché que vous regardez ont bien intégré les conséquences potentielles de cette crise qui dure, effectivement, qui semble en tout cas durer Alors, ils les ont incontestablement intégrés. La vraie question qui se pose, c'est de savoir s'ils sont capables de répercuter sur le consommateur final l'augmentation des prix. Et pour le moment, c'est encore un peu tôt pour le savoir. Justement, on aura une très bonne vision lorsque les entreprises industrielles que nous aimons bien, que nous suivons, publieront leur chiffre d'affaires et leurs résultats et communiqueront sur leur capacité à mettre en avant ce qu'on appelle leur pricing power, c'est-à-dire la capacité à imposer des prix à leurs consommateurs. Et ça sera vraiment un test grandeur nature. Bon, dans les grands moments de ces périodes de publication, il y a évidemment la séquence GAFAM. On est en plein dedans. Ça a commencé avec Facebook hier soir. J'intègre aussi Tesla, alors qui publiera, je crois, peut-être la semaine prochaine. Mais c'est vrai que Tesla rentre dans le club des trillion dollar company, donc la compagnie dont la capitalisation boursière atteint 1000 milliards de dollars. Il n'y en a pas beaucoup. Ils sont 5 aujourd'hui avec Tesla, donc Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Google et Tesla aujourd'hui. Facebook n'est pas dans ce club. Comment vous regardez alors la séquence GAFAM, chacune de ces sociétés ayant quand même des particularités, des spécificités, et Facebook étant jugée peut-être la plus fragile aujourd'hui aux yeux du marché? Le test des résultats s'est bien passé pour Facebook hier soir. Oui, c'est bien passé. On ne s'attendait pas effectivement à ce que ça se passe si bien, en dépit de chiffres contrastés. On a quand même réussi à dégager un bénéfice qui a rassuré les investisseurs. Bon, nous ne sommes pas présents sur le sujet, sur le dossier, ou très peu, préliminaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les chiffres publiés, je pense, seront de bonne facture. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ces valeurs ont continué à progresser en dépit de taux d'intérêt qui, eux aussi, ont beaucoup monté. On a jusqu'à présent constaté qu'il y avait plutôt une corrélation négative entre la hausse des taux et ces valeurs. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. Et Microsoft prend 5% en octobre, je crois, par exemple. Bon, c'est vrai qu'en septembre, on a eu aussi un reflux assez net de ces valeurs. Il ne faut pas le négliger. Mais c'est une démonstration par l'exemple qu'il faut savoir être patient et ne pas trop vite lâcher des valeurs qui sont fondamentalement saines, de qualité et de croissance, qui sont nos mantras, comme vous le savez, chez Bordier. Donc, on ne modifie pas cette approche. Vous êtes convaincu que le marché, et quels que soient les bruits, le discours ambiant, le marché revient toujours très vite sur ces valeurs dès qu'il estime qu'il y a des points d'entrée potentiellement intéressants. Parce que ce sont des valeurs rassurantes, au fond. Elles sont rassurantes parce qu'elles ont du cash, elles délivrent du résultat, elles assurent une croissance régulière. C'est tout ce dont un investisseur peut rêver, finalement. Et donc, en effet, il peut y avoir des moments de correction, mais ces moments de correction, c'est des moments, pour nous, qui sont ça a toujours été des points d'entrée. Voilà, exactement. Et ça reste pour l'instant la vérité implacable des marchés. L'indice Sprang est au plus haut historique aujourd'hui. Merci beaucoup Patrick, merci d'être venu nous voir aujourd'hui et évoquer donc ces quelques sujets de marché. Patrick Guérin qui était avec nous en plateau, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Voilà pour cette émission de la mi-journée. Smart Bourse revient ce soir évidemment en direct à 17h sur Bismart.